Olivier, alors continuons. Olivier Oui, oui, arrive. c'était juste, j'avais Ah, un oui, petit voilà. souci d'enregistrement, mais là, je pense que c'est tout bon. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous, et à ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc, il y a effectivement des questions qui sont remontées, dont je vais commencer peut-être, dont je parlerai au cours de la petite intervention que je veux faire. A J'ai une quarantaine de diapos, je ne sais pas si le but, c'est de toutes les passer, mais c'est peut-être un petit peu, en tout cas, de parcourir certains des aspects, de l'infection contre la Covid. En particulier, est-ce que quand on est infecté par le VIH, on a plus de risques de faire une Covid grave? Et en parallèle, de se demander, par rapport au vaccin, est-ce qu'il y a des choses spécifiques? Est-ce que quand je vis avec le VIH, je dois plus ou moins que les autres me faire vacciner? Est-ce que je dois choisir tel ou tel vaccin? Est-ce que j'ai certains effets particuliers à attendre? Etc. Pour faire un peu d'histoire sur cette pandémie actuelle, la pandémie de la Covid, je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois qu'il y a un coronavirus qui fait une pandémie dans le monde. Et le fait que ce ne soit pas la première fois, ça explique qu'on ait pu aller assez vite pour faire un vaccin. Parce qu'on avait déjà travaillé auparavant sur d'autres épidémies. Il y avait eu l'épidémie de SARS en 2003, qui avait occasionné près de 10 000 cas, essentiellement en Asie, qui avait duré quelques mois et qui avait disparu ensuite, avant qu'on puisse mettre au point un vaccin. Mais d'une part, ça nous avait quand même appris que les coronavirus pouvaient donner des pandémies chez l'humain, et d'autre part, ça nous avait aidé à commencer à comprendre comment faire de l'immunité, comment faire des vaccins contre ce virus. Il y a un second coronavirus qui a fait aussi des épidémies multiples chez l'humain, c'est le MERS-CoV, qui a donc déclenché depuis 8 ans maintenant, 8-9 ans, plusieurs séries d'épidémies plus ou moins importantes, en particulier dans la péninsule arabique. Ça n'a jamais donné une pandémie mondiale comme celle qu'on connaît actuellement, mais par contre, ça nous a permis là aussi de progresser sur comment mettre au point un vaccin contre la famille des coronavirus. Et vous connaissez la suite, la Chine qui prévient l'OMS fin décembre qu'elle a une petite épidémie de pneumonie liée à un coronavirus. Au début, on a l'impression que c'est peut-être uniquement une épidémie dans un marché et que c'est peut-être une transmission entre l'animal et l'homme uniquement. Et puis ensuite, très vite, en fait, dès le mois de janvier, la Chine décrit une épidémie, cette fois-ci de transmission d'homme à homme. Et on ne parle plus là du fait que ce soit juste une maladie transmise de l'animal à l'homme, mais vraiment d'une maladie qui a le potentiel de faire une pandémie mondiale. La Chine va confiner dès le 24 janvier. Ça va étonner un petit peu tout le monde, sauf qu'elle va avoir raison parce que assez vite, on va voir, là c'est en orange, l'épidémie se développer en dehors de Chine. Là, c'est les événements d'il y a un an presque pile. L'épidémie d'abord en Chine, puis le confinement chinois, puis l'épidémie en dehors de Chine qui va rapidement être hors de contrôle. Ça, c'était la situation en avril. Et en jaune, c'est en Europe, où on va avoir cette pandémie qui va déferler et qui va donc être responsable de ce nombre de cas très important. Si on regarde la situation actuelle en France, en Europe ou dans le monde, on est toujours sur une circulation de virus très importante. Si on regarde le nombre de cas en France, on voit qu'on a commencé cette troisième vague. La première vague du printemps, elle a l'air petite, il y a un an, mais en fait, c'est parce qu'on n'avait pas à l'époque des bonnes capacités de test. Ensuite, on a eu des bonnes capacités de test et on a bien pu voir la vague d'automne. Et malheureusement, je pense qu'on est en train de bien voir la troisième vague actuelle. Et si on regarde non pas les cas, mais les morts, on voit effectivement cette très importante vague d'il y a un an et l'espèce de deuxième, troisième vague dans laquelle on est depuis maintenant 2-3 mois. C'est une maladie assez particulière, la Covid. C'est une maladie qui est en deux phases. On se fait contaminer par voie respiratoire. Il y a une incubation de 5 jours. Donc 5 jours, on n'est pas malade. Au bout de 5 jours, on a des symptômes généralement pas méchants.
un peu comme la grippe, sauf que c'est un peu plus fort peut-être, des courbatures, de la toux, des diarrhées. Quand on cherche le virus, on en trouve beaucoup dans le nez ou dans les crachats. Chez une partie importante des personnes, ces symptômes vont se résoudre, mais ils vont quand même pouvoir donner des séquelles ou des symptômes persistants chez un nombre important de personnes, parfois pendant plusieurs mois. Et surtout, ce qui nous inquiète, c'est le fait que chez certaines personnes, et on ne comprend pas encore complètement pourquoi c'est chez ces personnes-là, au bout de 5 à 10 jours, il va y avoir l'apparition d'une deuxième phase de la maladie, beaucoup plus grave, où on a des gros besoins en oxygène, on est très fatigué, c'est là éventuellement qu'on a besoin de la réanimation et c'est là qu'on risque de mourir. Et beaucoup de travail a été fait pour essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que certaines personnes ne résolvaient pas leur infection, mais au contraire basculaient dans cette autre phase plus grave. On s'est rendu compte d'abord que l'âge était un facteur de risque important. Vous voyez que le risque de mortalité en fonction de sa classe d'âge, eh ben, il est très élevé quand on passe la barrière des 60 ans et plus encore quand on passe la barrière des 80 ans. Mais ce n'est pas le seul. On s'est rendu compte aussi que les personnes qui avaient une altération importante de l'immunité, celles qui avaient un traitement anti-rejet pour une greffe ou bien celles qui avaient une chimiothérapie pour un cancer, étaient aussi à risque de faire une forme grave. Les gens qui avaient des maladies métaboliques, en particulier diabète, surpoids, étaient aussi à risque. Les personnes qui avaient des maladies cardiaques et respiratoires chroniques aussi, et les personnes qui avaient une insuffisance rénale grave, en particulier dialysée, elles aussi, elles étaient à risque. Pour le VIH, ça a été une question qui a été posée très tôt, en particulier parce qu'il y a d'autres infections comme la grippe ou le pneumocoque où on sait que vivre avec le VIH peut être un facteur de risque. Pour le VIH, les études sont encore un peu partagées. Certaines études disent, nous, on ne trouve pas de risque lié à l'infection par le VIH. Par contre, on voit bien chez les personnes avec le VIH qu'avoir une maladie cardiaque, avoir une maladie pulmonaire, avoir du diabète, avoir du surpoids, c'est un risque important. Ce n'est pas tellement le VIH, mais c'est le fait d'avoir ces maladies-là auxquelles on doit être très attentif. Et d'autres études, elles ont regardé s'il y avait un risque plus élevé chez les personnes vivant avec le VIH et l'ont trouvé. Et elles l'ont trouvé en particulier chez les gens qui avaient des lymphocytes T4, des lymphocytes TCD4 qui étaient bas. Et ces études montraient que si on avait par exemple un chiffre à moins de 350 CD4, on avait plus de risques de faire une forme grave. Les études ont aussi regardé si les antiviraux du VIH pouvaient aussi marcher comme antiviral sur le coronavirus, et la réponse est non. C'est trop spécifique. Les traitements qu'on reçoit pour une infection par le VIH ne marchent pas, ne protègent pas contre la Covid-19. En termes de traitement, d'ailleurs, on n'a pas eu, alors qu'il y a énormément de recherches qui a été fait, de pistes intéressantes. Les antiviraux qui ont été testés, lopinavir, remdesivir, n'ont pas montré d'intérêt. Ce qui a montré un intérêt, c'est des traitements actifs sur l'inflammation, sur l'immunité, en particulier la cortisone, qui a montré une efficacité tout à fait intéressante sur les formes graves. Et maintenant, toutes les personnes qui sont hospitalisées, par exemple avec de l'oxygène, ont des corticoïdes. Et puis, il y a eu le cas un peu à part de l'hydroxychloroquine, pour lequel, en fait, on n'a jamais eu de données vraiment probantes, mais pour lequel il y a eu une espèce d'intoxication un peu de la société et des médias qui ont longtemps fait croire qu'il y avait un intérêt à ce médicament, alors que finalement, ce n'était pas le cas. Oui, Natacha. Ouais, je suis occupée. Excuse-moi, Natacha. Pardon, je vais juste baisser le micro peut-être de la personne. Voilà. Par contre, ce qui a tout changé, c'est le fait qu'on ait des vaccins. Et on les attendait, on les a vus arriver et avec une efficacité encore plus importante que celle qu'on espérait. Donc, ça a vraiment été une très bonne nouvelle. Ça, c'est le virus de la Covid avec ses protéines autour qui font comme une couronne. C'est pour ça que ça s'appelle un coronavirus. Et en particulier, la protéine qui est autour, qu'on appelle la protéine Spike ou la protéine S. Elle est importante parce qu'on s'est rendu compte il y a longtemps maintenant, avant la Covid, que si on faisait des anticorps contre Spike, on était protégé.
Et donc, tous les vaccins qui ont été mis au point jusqu'à présent, c'est des vaccins qui vaccinent contre la protéine Spike pour déclencher des anticorps contre cette protéine. Et effectivement, c'est allé très, très vite. On a publié la séquence virale mi-janvier. Un mois et demi après, il y avait de la publication de résultats en modèle animal qui montraient que quand on vaccinait avec Spike, on protégeait. Il y a eu des phases 1 très vite aussi, donc c'est-à-dire on regarde chez l'humain si on obtient des anticorps qui ont pu être mis au point 3 mois après la découverte du virus. Et moins de 6 mois après, on avait déjà mis en route des phases 3, c'est-à-dire on regarde si le vaccin protège dans la réalité. Et moins d'un an après la publication de la séquence du virus, on avait déjà la publication des premiers résultats d'efficacité. C'est allé très très vite parce qu'on ne part pas du tout d'un terrain vierge. D'une part, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a eu énormément de travaux sur la vaccination dans plein de domaines, en particulier la vaccination contre le VIH. Les chercheurs se sont beaucoup cassés les dents, c'est-à-dire que différents candidats vaccins n'ont pas montré de protection. Par contre, ça a permis de comprendre beaucoup de choses sur comment faire un vaccin à partir du moment, par exemple, où on savait contre quoi on voulait se défendre. Et justement, chez les coronavirus, on savait déjà, quand la Covid est arrivée, contre quoi il fallait se défendre. On savait qu'il fallait faire des anticorps contre la protéine Spike. Donc, le lendemain du moment où la séquence a été publiée, le 17 janvier, le lendemain, on commençait déjà à faire des vaccins avec la séquence de la protéine Spike, parce qu'on savait déjà que c'était très probablement efficace. Et par ailleurs, bien sûr, tout le monde a vu l'extraordinaire effort scientifique et financier qui a été fait, et en particulier avec des associations d'État et d'industriels. Alors, pour voir un peu les différents vaccins qu'il y a pu y avoir, donc on voulait développer un vaccin contre ce virus, et on savait qu'il fallait faire des anticorps contre la protéine qu'il y avait autour. Et donc, on aurait pu utiliser différentes méthodes qu'on connaissait déjà bien. La première méthode, c'est d'injecter un virus mort. On fait ça pour la polio, ça marche pas mal, mais c'est assez long comme mise au point. On aurait pu injecter un virus vivant mais atténué, un virus qui fait pas mal, mais qui induit des anticorps. Mais ça, c'est long pour faire un virus atténué, pour savoir quel est le bon équilibre entre le virus ne sait plus faire grand-chose, mais il sait un peu faire quand même quelque chose. On aurait pu injecter des protéines du virus, comme on sait faire par exemple pour l'hépatite B, mais là aussi, c'est un peu long parce que purifier des protéines, ce n'est pas facile. On aurait pu injecter du squelette de virus vide. Ça marche très bien pour le papillomavirus, mais c'est un peu long à mettre au point. Et on a privilégié plutôt en fait d'autres méthodes, des méthodes qui vont beaucoup plus vite. En gros, en 2 jours, on a un vaccin. Vraiment, en 2 jours au laboratoire, on a un vaccin. Et c'est en particulier celle qui repose sur un vecteur viral ou bien celle qui repose sur l'injection d'ARN. Pour décrire un peu ce qui se passe, l'injection d'ARN, c'est-à-dire qu'on prend le code génétique de la protéine Spike et on l'injecte dans le corps. Ce code génétique va dans des cellules et les cellules lisent ce code génétique, font des protéines Spike et derrière, ces protéines Spike permettent au système immunitaire de déclencher des anticorps. Ça faisait une vingtaine d'années qu'on travaillait dessus et là, ça a permis de le développer encore plus loin et de montrer sa grande efficacité. L'autre méthode qui a été développée, c'est par exemple AstraZeneca ou Janssen, c'est de prendre un virus inoffensif, en particulier adénovirus, et dans ce virus inoffensif, on met le gène de la protéine Spike, on fait une espèce de virus modifié, et quand on l'injecte, ce virus modifié, il va donner aux cellules de l'immunité la séquence de la protéine Spike et ainsi, le système immunitaire va pouvoir apprendre à la reconnaître et faire une réponse immunitaire. Ça aussi, ça faisait une vingtaine d'années qu'on travaillait sur ces vaccins et il y a un vaccin Ebola, par exemple, qui utilise ce système.
Et les vaccins ARN et les vaccins à vecteur viral se sont révélés très efficaces. Il y a beaucoup d'autres vaccins qui ont été développés. Vous voyez là, c'est le nombre de vaccins qui sont dans les différentes phases de recherche. Donc, il y a vraiment un énorme effet un énorme effort qui a été fait. Là, on a dépassé les 80 vaccins en test. Et même si on regarde que ceux qui sont un peu leaders, bah, ça fait quand même beaucoup de vaccins. Et beaucoup de ces vaccins ont montré un intérêt vraiment intéressant. Et vous avez tous vu ces courbes, hein, mais là, par exemple, c'est le vaccin Pfizer-BioNTech. La courbe bleue, c'est les cas chez les gens non vaccinés qui ont reçu le placebo. La courbe rouge, c'est les cas chez les gens vaccinés. Au bout de quelques jours, les courbes se divisent et les personnes sont extrêmement bien protégées. Si on regarde un autre vaccin ARN, le vaccin Moderna, c'est pareil. Au bout de quelques jours, les courbes se divisent et il y a presque plus de cas dans le groupe vaccin, alors qu'il y a des cas tous les jours dans le groupe placebo. Le vaccin AstraZeneca, même chose. Au bout de quelques jours, les courbes se séparent et il y a beaucoup moins de cas dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Enfin, le vaccin Janssen, qui doit arriver bientôt, probablement la mi-avril en France, qui a déjà eu son autorisation de mise sur le marché en France, là aussi a montré une bonne efficacité. Alors lui, en plus, avec une seule dose. Au bout de certains temps, on avait presque plus de cas dans le groupe vacciné versus le groupe placebo. Et tout ça avec peu d'effets indésirables. Les principaux effets indésirables, c'est ce qu'on appelle la réactogénicité, c'est-à-dire pendant 2-3 jours ou 1 ou 2 jours, on peut avoir dans certains cas, ce n'est pas tout le monde hein, bien sûr, un peu de fièvre, un peu de maux de tête, un peu de courbature et des douleurs modérées au point d'injection. Il peut y avoir de l'allergie, c'est vraiment exceptionnel, c'est un cas pour 100 000. Et là, dernièrement, on a eu beaucoup de discussions donc, sur le risque de caillots sanguins, de thrombose avec le vaccin AstraZeneca, pour lequel il y aurait un risque qui serait entre 1 sur 100 000 et 1 sur 1 million. Donc, ce n'est pas nul, mais c'est presque rien. Qui est-ce qu'on vaccine en ce moment? On a commencé par toutes les personnes âgées en EHPAD, et puis ensuite, depuis début janvier, toutes les personnes de plus de 75 ans. En France, on a vacciné environ 60% de ces personnes de plus de 75 ans. Donc, on commence à descendre là à l'âge de 70 ans. On a commencé aussi à vacciner toutes les personnes qui ont des maladies à très haut risque, greffe, chimio, dialyse. On a commencé depuis un mois à vacciner les personnes plus jeunes, 50-75 ans, porteuses d'une maladie chronique. Et en parallèle, les professionnels du secteur social et santé, d'abord de plus de 50 ans et puis après sans restriction d'âge. Des pays sont encore plus avancés que nous, hein, Israël, Royaume-Uni et USA, et ça nous permet de voir à la fois la grande efficacité de ces vaccins et à la fois leur grande sûreté. On a commencé d'abord à vacciner en centre de vaccination et dans les hôpitaux, surtout avec des vaccins ARN. Depuis mars, on peut se faire vacciner par son médecin généraliste ou en pharmacie par l'AstraZeneca. Et puis là, maintenant, on va avoir tellement de doses nouvelles qui vont arriver que dans plein de villes, et en particulier à Grenoble, on est en train de planifier l'ouverture de centres de vaccination à très haut flux pour vacciner plusieurs milliers de personnes par jour. En France, dans les vaccins, il n'y a pas de recommandation préférentielle pour telle ou telle personne. On dit qu'on peut faire tous les vaccins à toutes les personnes. On ne va pas dire pour telle catégorie, il faut de l'ARN, par exemple. Le bon vaccin, c'est le vaccin qu'on peut avoir en premier. Si c'est avec son médecin, bah c'est avec son médecin. Si c'est avec sa pharmacie, si c'est avec sa pharmacie. Si c'est dans le service de soins où on est suivi parce qu'on a une maladie cardiaque ou pulmonaire ou pour une infection par le VIH, si ce centre-là vaccine, bah parfait, c'est ce centre-là. La seule mise en garde, les contre-indications, c'est pour les vaccins ARN, avoir une allergie grave au polyéthylène glycol. J'en ai jamais vu de ma vie. Donc, c'est vraiment presque personne. Et le vaccin AstraZeneca en France, on dit pour l'instant,
pas pour les moins de 55 ans à cause du risque de caillot, et peut-être que ça va changer dans les semaines qui viennent. En ce qui concerne l'infection par le VIH, est-ce qu'il y a un vaccin préférable? Non. La recommandation, c'est vraiment de se dire que le meilleur vaccin, c'est le vaccin qu'on peut faire en premier. Est-ce qu'il y a des vaccins qui ont des risques d'effets indésirables plus importants du fait de l'infection par le VIH? La réponse est non, là aussi. Quel que soit son statut d'infection par le VIH, si on est détectable ou pas, si on a des CD4 haut ou bas, il n'y a pas de risque d'effet indésirable plus particulier. Le vecteur viral qu'on injecte, c'est certes un virus, mais c'est un virus qui ne peut pas se répliquer. Donc, même si ses défenses sont basses, on ne risque pas d'avoir un effet indésirable particulier. Est-ce qu'il y a certains vaccins qui apporteront une meilleure protection qu'une autre? Non. Vraiment, il faut prendre le premier vaccin par lequel on peut être vacciné. On n'anticipe pas à ce stade que tel ou tel vaccin puisse être meilleur. Est-ce qu'il faut être vacciné quand on vit avec le VIH? À mon avis, oui, avec différents niveaux de réponse. Ceux ou celles qui ont une maladie chronique, il faut se faire vacciner maintenant. Au CHU de Grenoble, on a beaucoup proposé le vaccin à ces personnes-là. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. Et il faut le faire maintenant. Les personnes qui ont plus de 70 ans et même maintenant les personnes qui ont plus de 50 ans, il faut qu'elles reçoivent le vaccin. Le VIH peut être un petit sur-risque peut-être, mais surtout c'est leur âge qui est un risque et donc il faut se faire vacciner. Les personnes qui ont un taux de CD4 à moins de 350, elles aussi, il y a un intérêt à se faire vacciner. Peut-être que le vaccin pourrait marcher un peu moins bien si ces CD4 sont bas, si on a ces CD4 un peu bas, mais quand même, de toute façon, il y a toujours un intérêt à se faire vacciner. Pour les autres personnes, en gros, celles qui ont moins de 50 ans, qui ont un taux de CD4 normal et qui n'ont pas de maladie chronique, je ne suis pas certain qu'il faille se faire vacciner tout de suite. Si on a l'occasion, très bien, et sinon, ce sera un peu plus tard. En tout cas, tout le monde sera vacciné en France, tous ceux qui le souhaitent. Des questions étaient remontées, je peux en aborder aussi certaines. Est-ce qu'il faut parler de l'infection par le VIH quand on nous vaccine? À mon avis, ce n'est pas forcément la peine. Vous êtes dans un centre de vaccination, on va vous vacciner, ce n'est pas forcément la peine. Chacun fait comme il veut, mais sur un plan médical, il n'y a pas de nécessité. Dans de rares cas, ça peut être l'employeur qui organise la vaccination, mais l'employeur, il n'a pas à savoir pourquoi est-ce qu'on vaccinerait telle ou telle personne. Et enfin, on nous a demandé aussi, si jamais je reçois une lettre d'assurance maladie me disant qu'il faut être vacciné, est-ce que ça veut dire que ma séropositivité est connue à l'assurance maladie? La réponse est oui, quelque part, parce que l'assurance maladie, elle connaît les histoires de santé de tout le monde, mais de façon complètement anonyme et de façon complètement confidentielle. De la même manière que l'assurance maladie envoie des lettres pour se faire vacciner contre la grippe, bah, elle envoie aussi des lettres pour se faire vacciner contre la Covid. En tout cas, avant qu'on passe à des questions ou des remarques, comme pour la polio, comme pour la variole, comme pour la rougeole, comme pour d'autres infections, à chaque fois, ce qui a permis de maîtriser des épidémies, ce n'est pas un traitement, c'est un vaccin. Et là, pour la Covid, moi, je suis très optimiste. Avec la vaccination à très grande échelle des populations, on va arriver à sortir complètement de la pandémie. Il y aura toujours quelques cas de Covid, mais de la même manière qu'il y a toujours quelques cas de rougeole, par exemple. Et c'est grâce au vaccin qu'on va pouvoir en sortir. J'ai été un peu long peut-être, désolé. Est-ce qu'il y a des questions ou Oui, il des y en a. remarques? Il y en a, Olivier, merci pour ta présentation qui était très intéressante et complète, puisqu'elle nous a bien retracé de l'histoire et tu as déjà répondu à un certain nombre de questions. Il y en a dans le chat. En termes d'éligibilité, à presque 50 ans, un rendez-vous pour début avril, est-ce que effectivement là, il sera possible de se faire vacciner?
Oui, si on a un rendez-vous début avril et qu'on a plus de 50 ans, c'est une très Non, bonne idée. moins, pas tout à fait 50, pas encore 50. Je pense qu'on va être de moins en moins très réglo sur l'âge. Et si vous dites j'ai une maladie chronique, ou bien si votre médecin vous a fait une lettre en disant mon patient a une maladie chronique doit être vacciné, il est à haut risque. Alors, je ne suis pas certain que si vous avez juste 50 ans et pas de problème de santé par ailleurs, le VIH, ce n'est pas forcément un problème de santé. Est-ce que vous êtes à très haut risque? Je ne pense pas. Mais si vous pouvez vous faire vacciner, super. Vraiment, pas de problème. Faites-vous vacciner. La question aussi sur est-ce que tout antécédent de réaction allergique grave était une contre-indication? C'est des réactions allergiques graves au polyéthylène glycol. Au centre de vaccination de Grenoble, on a vacciné plein de personnes qui avaient fait des chocs anaphylactiques après piqûre d'abeille ou après cacahuètes. Et on a dit, bah oui, mais comme il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de cacahuètes dans le vaccin, bah on y va, pas de problème, et tout s'est bien passé. Donc les contre-indications au vaccin, je pense que ça concerne 200 personnes en France. Peut-on se faire vacciner lors de la primo-infection VIH? C'est vrai qu'on sait que quand la charge virale est très haute, les vaccins, quels qu'ils soient, sont un peu moins efficaces. Est-ce que peut-être il faut attendre un peu? C'est au cas par cas, c'est à voir. Si on n'a pas de facteur de risque de Covid grave, si on n'a pas de diabète, pas de maladie chronique, pas de surpoids, si on a moins de 50 ans, probablement que c'est pas si mal d'attendre 1 mois ou 2 mois que sa charge virale est bien diminuée. Dans les autres circonstances, une primo-infection, par exemple, chez quelqu'un qui a 70 ans, pour moi, ça ne me pose aucun problème, on vaccine. Si on va voir son médecin généraliste pour se faire prescrire le vaccin, est-ce qu'il doit inscrire quelque chose de spécifique sur le document? Non, pas forcément. Il peut simplement mettre telle personne, je certifie que telle personne a une maladie qui la classe à haut risque de Covid grave et elle doit donc être vaccinée en priorité. Et au centre de vaccination, on n'est pas là pour faire la police. Donc, si un médecin a jugé que c'était nécessaire, vous serez vacciné. Plus de questions pour l'instant, via le chat, je veux dire. C'est ce que je voyais aussi, tu as raison. On peut peut-être reprendre les questions qui avaient été posées, enfin en tout cas qui avaient été soulevées C'est vrai. préalablement. Si Alors, tu les as sous les yeux. je suis en train de... Anne, j'ai peut-être besoin d'un peu d'aide, je ne retrouve pas le document. Oui, alors moi, je les ai sous les yeux. La primo-infection, on en a parlé. L'efficace. Est-ce que les vaccins peuvent plomber le rapport CD4-CD8? Non. Les vaccins peuvent déclencher un peu d'inflammation. Alors, comme tous les vaccins, ceux-là un peu plus que les autres. Est-ce que si on faisait dans la rue aux gens un dosage des CD4, CD8 après le vaccin, est-ce qu'il pourrait y avoir des petites modifications? Oui, pourquoi pas, de la même manière qu'un rhume, ça peut échanger certaines choses sur quelques jours, mais rien de façon durable. Ensuite, il y avait je dois être vaccinée par mon médecin généraliste, mais je ne veux pas lui parler de ma séropositivité. Comment je fais? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse effectivement. Soit dans ces cas-là, on se fait vacciner à son centre d'infectiologie à l'hôpital. Peut-être que c'est le plus simple. À Grenoble, si jamais vous n'avez pas encore été vacciné et que vous souhaitez l'être, bah, appelez, bien sûr, vous serez vacciné.
Mais pour son médecin, soit on a une autre maladie chronique et on lui dit, mais vous voyez, pour telle raison, ça m'intéresse. Mais sinon, si on ne veut pas l'évoquer avec son médecin, ce qui est tout à fait légitime, je pense que le plus simple, c'est de se rapprocher de son de son centre de suivi infectiologique. Merci Caroline d'avoir mis les questions sur le chat. D'accord. Non, je ne les ai pas mises à Comment? Je les ai pas mises à tout le monde, mais je vais le faire. Pardon. D'accord. Après, Sébastien mettait aussi comment faire pour obtenir un Moderna ou un Pfizer si je ne suis pas professionnel de santé ni dans le social. Si vous avez 67 ans et que vous vivez avec le VIH, vous pouvez complètement être vacciné dès maintenant, c'est complètement légitime. Alors effectivement, si c'est avec votre médecin, ce sera de l'AstraZeneca, qui, soit dit en passant, est très bien, hein. La seule petite interrogation qu'on a avec l'AstraZeneca, c'est sur les variants dits sud-africains et brésiliens. Mais en France, c'est moins de 3%, donc ce n'est pas une inquiétude de ce côté-là. Donc Pfizer ou Astra, les deux sont bien. Si vous vous rapprochez de votre médecin infectiologue, en général, dans les hôpitaux, ce sera de l'ARN, donc du Moderna ou du Pfizer. Alors, concernant la confidentialité, mais tu as déjà un peu répondu, hein, il n'y a pas d'obligation à parler de son VIH puisqu'il n'y a pas d'interaction entre le vaccin et le fait d'être porteur du virus. Donc, de ce côté-là, tu as répondu. Je suis soignant, c'est mon employeur, tu l'as répondu aussi. Donc, non, en termes de confidentialité, les réponses ont été données. Une supplémentaire, mais là, c'est peut-être plus général. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait contamination malgré la vaccination? Le vaccin va déclencher une réponse immunitaire. Un endroit où la réponse immunitaire a du mal à être efficace à 100%, c'est les muqueuses nasales. Et c'est vrai qu'on a plusieurs cas de personnes qui ont fait le vaccin et puis qui, lors d'un dépistage pour une raison X ou Y, on se rend compte qu'elles ont un peu de virus dans le nez. Elles ne font aucun signe clinique, mais elles se retrouvent à faire une infection à un taux très faible. Et autant le vaccin protège à 90%, disons, contre les formes avec des symptômes, autant peut-être il protège un peu moins bien contre les formes asymptomatiques, avec peu de virus et peu de symptômes. La question qui vient derrière, c'est est-ce qu'on pourrait être contagieux même vacciné? Pour ce qu'on en sait, ce n'est pas impossible, même si on l'est beaucoup moins, parce que le taux de virus qu'on a dans le nez est beaucoup plus faible quand on est vacciné que quand on n'est pas vacciné. Donc, la campagne de vaccination, elle permettra quand même de faire chuter la contamination, ce d'autant que si moi j'excrète un peu de virus, mais qu'en face la personne est vaccinée, il ne va rien se passer. Il n'y aura pas de maladie. Pourquoi les vaccins ne seraient pas efficaces sur certains variants? Parce que les virus, c'est des formes de vie dont le code génétique n'est pas très stable. En particulier certains virus, hein, la grippe ou le VIH, qui sont capables de donner plein de mutants parce que leur code génétique est très instable. Le SARS-CoV-2, le coronavirus de la Covid, son code génétique est à mi-chemin entre les deux, justement, ni très instable, ni très stable. Donc, il a peu bougé depuis 1 an, mais pour certains virus, il a un peu bougé. Et il y a des virus qui ont muté, leur code génétique a un peu changé au niveau justement de la protéine spike. Ça donne une protéine spike un peu différente, et cette protéine spike un peu différente, elle peut être moins bien reconnue par les anticorps. Et une des craintes qu'on pourrait avoir, c'est que si on ne vaccine pas ou on vaccine mal, eh bien, il y aura de plus en plus de nouvelles formes du virus avec de nouvelles formes de la protéine spike qui vont émerger et qui seront de moins en moins bien reconnues par les anticorps. Les anticorps après vaccin ou les anticorps après infection, hein, parce qu'on s'est rendu compte aussi, par exemple, qu'avoir fait une Covid, ça protégeait très, très bien. Les risques de rechute, c'est très rare quand on a fait une Covid. Sauf qu'on se rend compte qu'avec certains variants, ce risque, il est moins rare.
Mais en tout cas, c'est lié à cette instabilité. Combien de temps est-ce que le vaccin immunise? On ne sait pas trop. À mon avis, ils immunisent pour 10 à 15 ans, peut-être plus. Quand on prend d'autres vaccins, alors on n'a pas beaucoup de recul sur l'efficacité à très long terme des vaccins ARN, mais si on regarde d'autres vaccins, par exemple l'hépatite B et l'hépatite A, ou le papillomavirus, pour lequel la protection, elle est de plusieurs dizaines d'années. Donc, à mon avis, ça va être pareil pour la Covid. Le seul risque qu'il peut y avoir, c'est que la réponse immune dure longtemps, mais qu'il y ait des variants. Et que comme il y a des variants, même si c'est une réponse immune durable, au bout d'un moment, elle serait un peu moins efficace. Mais sinon, si le virus ne varie pas, à mon avis, les personnes qui reçoivent 2 doses, elles seraient tranquilles pendant 10 ou 15 ans. Est-ce que l'AstraZeneca n'est pas moins dangereux pour les personnes vivant avec le VIH que les autres, du fait de l'ARN? Non, effectivement, certaines personnes ont pu se poser la question si l'ARN qu'on injecte ne pouvait pas se mettre dans le noyau des cellules, par exemple, ou s'intégrer même dans le code génétique des cellules. Et de ce qu'on peut observer sur toutes les manips qui sont faites depuis longtemps avec l'ARN, ce n'est pas le cas du tout. Y compris chez les gens qui ont le VIH, il n'y a pas de raison que ça se passe comme ça. Parfois, il y a des gens qui disent, mais en fait, c'est un vaccin qui va modifier mon code génétique. Et on peut leur répondre, bah, on aimerait bien. On aimerait bien avoir à notre disposition un outil qui permette de changer le code génétique. Par exemple, des gens qui ont une maladie génétique, des gens qui ont une mucoviscidose ou une myopathie. Si on pouvait avoir un truc qui marche comme ça, on serait très content. Mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on n'a pas d'outils qui permettent de modifier le code génétique des gens et même pas les vaccins ARN Covid. Une question aussi sur est-ce qu'on peut baisser la garde sur la distanciation si on est vacciné? Étant donné que le vaccin protège entre guillemets que à 90-95%, je pense que pour ces 5 à 10% de risque, il vaut mieux pas. Alors, effectivement, si on est vacciné soi-même, que l'autre personne est vaccinée elle aussi, il faut vraiment être très pessimiste pour se dire qu'il y a un risque entre les deux. Mais comme on est actuellement dans une troisième vague, je pense que dans une troisième vague, on continue à prendre des précautions. Et que probablement, c'est en tant que société, quand on aura bien vacciné, on fera comme Israël, par exemple, en ce moment. Au mois de juin, je pense, on pourra réouvrir les bars, les cinémas, les théâtres, les restaurants, les lieux de convivialité, etc. Mais on le fera probablement tous en même temps. Et on ne va pas dire, par exemple, les gens qui sont vaccinés enlèvent le masque maintenant. Je crois que sur les questions qu'on avait, je suis en train de regarder. Tu as fait le tour, en fait, déjà. Il y avait une question aussi sur pourquoi les vaccins AstraZeneca a été Ah oui, il a été retiré. mis, puis enlevé, puis remis. Il a été donc il a été mis parce qu'il avait eu en janvier son autorisation de mise sur le marché. Ensuite, il y a eu des cas qui ont été déclarés de thrombose, de caillots. Il y a des pays qui l'ont arrêté tout de suite. Il y a des pays qui ne l'ont pas du tout arrêté, comme la Belgique. Il y a des pays comme la France qui l'ont arrêté 2 jours ou 3 jours en disant on attend de voir les données plus avant. Je ne sais pas ce qu'il aurait mieux valu faire. En tout cas, heureusement, on l'a repris parce que les données montrent quand même que le surrisque d'événements graves, il est minuscule. Alors, la France a choisi de laisser le petit warning sur les moins de 55 ans et de ne pas mettre d'AstraZeneca pour l'instant chez les moins de 55 ans. À mon avis, quand on aura plus de données encore, on fera comme d'autres pays, comme l'Allemagne par exemple, qui ne proposent pas de faire le vaccin différemment selon l'âge. Ici. Et Olivier, il y avait aussi la question, si on a déjà eu une dose d'AstraZeneca, est-ce qu'on a la deuxième si on a moins de 55 ans? C'est une question pour laquelle on est beaucoup en train de réfléchir au niveau de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, pour savoir quel scénario on propose aux gens.
Le premier scénario, c'est de se dire que le vaccin marche tellement bien avec une dose que pour l'instant, on n'en fera pas d'autres. La deuxième idée, c'est de dire on va vacciner avec le vaccin ARN, Moderna ou Pfizer, parce que vacciner avec 2 vaccins différents, faire la première dose avec un vaccin et le rappel avec une deuxième, c'est des choses qui sont assez efficaces dans d'autres vaccins. Le pneumocoque, c'est comme ça qu'on fait, par exemple. On fait Prevnar 13 puis Pneumo 23. Et en recherche, le fait de faire des vaccins avec 2 modes de vaccination différentes, en général, ça stimule très bien le système immunitaire. Donc, si ça se trouve, quand on va proposer ça aux personnes, de faire AstraZeneca, puis dans un second temps ARN, elles seront encore mieux protégées. Donc, c'est en cours de discussion et à mon avis, ce sera réglé dans une dizaine de jours. Ok, pas d'autres questions? La présentation a répondu déjà à toutes les questions. Alors, Olivier. Est-ce qu'on peut avoir la présentation qui pourra Oui, être... bien sûr. Je pense qu'on mettra la présentation, le PowerPoint lui-même sur le site du Corévi, enfin d'Alpes sans Sida, en plus de la vidéo elle-même. Merci. Bien, effectivement, dans le chat, c'était très clair. Merci beaucoup. On va peut-être donc mettre un terme à ce webinaire qui a été assez riche en questions et en informations données par Olivier. Et vous remercier toutes et tous d'y avoir participé. Merci beaucoup, Olivier, pour ce moment pris. Merci pour les questions en tout cas. Et puis, on se donne rendez-vous plus tard pour un autre webinaire. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.